Il est 19h, mesdames, messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information et merci de votre présence. À la une, cette question, comment assurer la continuité de la distribution d'eau à Sada? Un raccordement du réservoir d'eau de la commune au réseau collectif est nécessaire. Les travaux vont débuter dans un peu plus d'un mois. Nous aborderons la question de la problématique de l'insertion des jeunes dans des emplois assez spécifiques comme ceux liés à l'artisanat, un secteur qui attire de moins en moins, vous le verrez. Focus ce soir sur le festival Baobab. À la fin de ce journal, festival de théâtre au lycée des Lumières à Kaweni. On en parle à la fin de ce journal en direct avec Kalatoumi Abdelhadi qui est sur place et vous le voyez, elle n'est pas toute seule. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Raccorder le réservoir d'eau de Sada au réseau collectif de distribution pour permettre aux habitants, surtout ceux situés sur les hauteurs, d'avoir de l'eau tout le temps dans leur robinet. L'un des objectifs de la mairie de la ville pour venir à bout du projet, les travaux devraient démarrer à la mi-juillet. Plus de précisions avec Ilola Youssoufa Jaidi Maoulida. Derrière cette végétation, dans les hauteurs de Sada, se cache un réservoir d'eau de 3000 m3 destiné à améliorer la distribution de l'eau dans la commune. Mais avant sa mise en service, il faut d'abord raccorder le réservoir à l'ensemble du réseau. C'était des travaux qui étaient très attendus, donc qui vont continuer jusqu'en 2023 et qui vont permettre de mieux alimenter la commune de Sada, également tout le sud de l'île. Aujourd'hui, la problématique de l'eau, c'était souvent une problématique de ressources en elle-même. Il y a également la problématique du stockage. Donc avec ce réservoir, on pourra désormais stocker plus d'eau, donc les fameux 3000 m3 en plus, qui vont permettre de soulager la population. La population de Sada consomme en moyenne 1000 m3 par jour. Le chantier est urgent, et notamment pour ceux qui habitent dans les hauteurs. Ici, nous sommes dans le quartier de Bandrani. Ici, ils ont beaucoup de difficultés à avoir de l'eau tous les jours. C'est pour cela, vous pouvez le constater ici, ils ont des surpresseurs et qui tombent en panne souvent parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Il faut qu'ils poussent l'eau pour avoir de l'eau dans leur maison. Du coup, l'objectif ici, avec le syndicat des eaux, c'était d'organiser une réunion de démarrage de travaux. Des travaux plus qu'attendus par Moana Bibi. Elle habite le quartier depuis 1998. Alors un surpresseur tous les 6 mois, ça nous fait 600 € quand on l'achète à Métropole, mais à Mayotte, ça coûte plus de 1000 €. C'est compliqué, le soir, il faut qu'on se lève pour remplir les bidons, parce qu'on a des bidons au-dessus des toits, on les remplit, et c'est ça le stock que nous utilisons toute la journée. Et après, le soir, on a un peu d'eau, mais c'est compliqué dans la vie de tous les jours, parce qu'on a des WC, il faut chasser, et à chaque fois, il faut amener des sachets d'eau aux toilettes, c'est pas vivable. Les travaux de raccordement du réservoir au réseau d'eau vont s'étaler sur une période d'1 an et démarreront d'ici la mi-juillet une fois les tests d'étanchéité effectués. Coût du chantier 4 654 000 €, financé par l'État et l'Union européenne. Du côté du STM, sachez que demain, le service de transport maritime accueillera à nouveau l'amphidrome Paulet. Parti, rappelez-vous, à l'île Maurice pour une révision technique de 2 mois. Le Paulet devrait être opérationnel dès vendredi midi. Ce sera donc bientôt au tour de l'amphidrome Kariani de prendre le large pour Maurice pour y effectuer une révision. Là aussi, direction le lycée professionnel de Chirongi où 110 élèves de CAP et Bac Pro exposaient ce mercredi leur travail dans le cadre de la matinale des entreprises. Écoutons à ce propos Eric Kaiser, le proviseur du lycée au micro d'Achim Sedachim et Géraldine Lui. Les élèves ont des productions qu'ils ont effectuées parfois tout seuls, parfois en groupe, et donc ils font la démonstration en fait de leur professionnalisme à travers ces objets qu'ils présentent face au jury et qui comptera donc pour l'obtention du diplôme. Alors que deviennent-ils ? Les CAP, en principe, ont vocation à rentrer dans le monde du travail, puisque c'est un diplôme où il n'y a pas de poursuite d'études. Quelques-uns ont des poursuites d'études, et puis c'est aussi, et ce sont surtout les terminales professionnelles, des bacs pro professionnels qui, eux, ont 2 possibilités, ou bien entrer dans la vie active, chercher un métier, et puis pour les meilleurs d'entre eux, poursuivre sur des études supérieures qui sont liées à leur bac pro et aux formations qu'ils ont eues dans le second degré.
Ce qui nous emmène à vous parler des difficultés des patrons des métiers de l'artisanat à embaucher ici à Mayotte, notamment par manque de personnel qualifié. Ces derniers cherchent en vain des soutiens pour pérenniser l'emploi des jeunes potentiellement recrutables. Détails et explications avec Hachim Seyd Hachim, Géraldine Lui. Cette journée d'examen clôture 2 années de travail pour ces élèves de CAP joaillerie du lycée professionnel Tanimalandi de Chirungi. Henrifa Kaambi est l'une des élèves de la section. La bijouterie lui inspire de l'espoir. Au début, je ne voulais pas faire ça, mais petit à petit, j'ai vu que la bijouterie, c'est bien si tu veux faire, en fait. J'ai trouvé cool, j'ai trouvé intéressant, en fait. Et je vais continuer ça plus tard. C'est quoi qui est intéressant, dis-nous? À fabriquer le bague. En fait, c'est intéressant, mettre les diamants là-dedans. J'aime bien. Et faire briller dans la machine à coudre pour que ça brille, que ça soit joli. Les gestes acquis durant ces années de préparation sont évalués par un professionnel du métier. Dans cet atelier du lycée, l'ancien découvre une autre façon de façonner la matière et des machines qu'il ne peut pas acquérir. Concernant les machines, il y a trop de taxes à payer. Quelquefois, les machines, quand ils reviennent, je les détourne, je fais retourner en France pour que les taxes soient trop chères. Sans le marché, le travail n'est pas bien. En ce moment, on travaille à la main, le travail il n'est pas nickel. Avec les machines, on travaille bien, mais on n'arrive pas à s'en sortir pour commander les machines avec la douane. Dans cet établissement, plus d'une centaine de jeunes sortent diplômés par an, des niveaux CAP et bac professionnel. Mais avec près de 87% de taux de réussite, le secteur manque de main-d'œuvre qualifiée. C'est ça, la majorité abandonne. Ils pensent aller peut-être rajouter le niveau ou aller au niveau un peu plus haut. Mais arrivé là-bas, on ne sait pas ce qui se passe, ils abandonnent. On a du mal à avoir des locaux, on est amené à embaucher des gens qui viennent de l'extérieur, et parfois sans papier, et qui nous posent beaucoup de problèmes, parce qu'il y a certains d'entre nous qui peuvent se faire verbaliser. Inquiets, les artisans du bois réclament des solutions. On aurait aimé que nos élus nous viennent en aide. Si vous me demandez comment, je ne suis pas politicien, mais s'il y a des solutions, on aurait aimé qu'ils viennent nous dire ce qu'on peut faire pour pouvoir garder ces jeunes. L'appel est lancé. Le lycée professionnel accueille 550 élèves et jeunes apprentis formés dans les métiers d'art, d'artisanat, d'enseigne et décor, de la main-d'œuvre qualifiée et à préserver sur le territoire. La problématique de l'insertion des jeunes dans l'emploi, une thématique qui s'invitera sans nul doute dans la campagne des législatives. Et c'est ici que nous ouvrons le journal des élections. Et quel est le champ d'action d'un député? Avec qui travaille-t-il et comment? On voit cela avec William Cromwell. Ils sont 577 députés élus dans leur circonscription, 27 dans les Outre-mer. Mais ce sont tous des représentants de la nation tout entière. S'ils interpellent un ministre, par exemple, ils rappellent souvent que celui qui s'exprime devant la représentation nationale. Pendant les 5 années de son mandat, le député aura 2 missions. Faire la loi et contrôler l'action du gouvernement. Pour la fabrication de la loi, 2 moyens. En proposer une soi-même, c'est une proposition de loi, ou amender et voter pour ou contre un projet de loi porté, lui, par le gouvernement. Pour ces travaux préparatoires, le député peut se déplacer, rencontrer des acteurs de terrain, des scientifiques, des artistes même. La précision du droit impose aussi une préparation juridique, une rédaction précise. Tous ces travaux sont assurés par le député lui-même, mais aussi par un ou plusieurs collaborateurs, 5 maximum. Une fois le texte établi, le député doit le défendre devant ses collègues qui peuvent l'amender, l'adopter, le rejeter.
Pour le contrôle de l'action du gouvernement, il y a la fameuse séance des questions d'actualité, mais il y a aussi les auditions des membres du gouvernement, des experts, de la société civile, les rapports d'information, les missions d'information. Tout cela nécessite quelques moyens financiers. En plus de son indemnité, le parlementaire perçoit donc des frais de mandat. Mais toutes ces dépenses sont contrôlées par l'administration de l'Assemblée nationale et celles qui ne sont pas clairement liées à l'activité parlementaire sont retoquées. Comme n'importe quel citoyen, le député est responsable de ses actes et de ses propos devant la justice. Mais ceux qu'il peut tenir dans le cadre de son mandat ne peuvent lui être reprochés. C'est ce qu'on appelle l'immunité parlementaire. Un peu d'histoire maintenant avec la minute des législatives signée ce soir encore Ismaël Assed-Komboyakout. Bonsoir. Bonsoir, génial. On s'arrête aujourd'hui sur l'année 1981 quand François Mitterrand est élu président de la République. À ce moment-là, Mayotte se crispe. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on avait peur de la gauche, tout simplement. Les législatives de 1981 viennent poser un gros problème aux responsables du mouvement, ici à Mayotte. Ils sont tous centristes, plus exactement de l'Union des démocrates français, un parti qui a toujours collaboré pour la droite. C'est surtout le parti du président sortant, Valéry Giscard d'Estaing, battu le 10 mai par le candidat de la gauche réunie, le socialiste François Mitterrand. Et oui, les Mahorais avaient voté majoritairement pour Valéry Giscard d'Estaing. Oui, à hauteur de 73,38%. François Mitterrand, lui, n'arrive qu'en 3e position ici à Mayotte. Au second tour, les résultats ne sont pas améliorés pour celui qui est allé gagner. Il ne recueille que 10,08%, soit 140 Mahorais seulement. La gauche au pouvoir, ce n'est pas une bonne nouvelle pour Mayotte. La position de celle-ci sur le maintien dans la France de l'île aux lagons n'a jamais été claire. Alors, aux législatives de juin 1981, les Mahorais décident d'envoyer un signal fort à la nouvelle majorité présidentielle qui, sans nul doute, allait l'emporter aux législatives. Et c'est d'ailleurs à partir de là que Mayotte va tout mettre en œuvre pour éviter l'isolement au Parlement. Oui, et le député, le sénateur également de Mayotte doivent avoir la couleur dominante. L'argument a été brandi dans cette campagne en cours, l'actuelle, je veux dire, par un responsable politique local du MODEM dans un débat face à la France insoumise et un socialiste. Sauf qu'en 1981, il n'y a pas encore de fédération socialiste à Mayotte, ni même une autre formation politique de gauche affiliée à un mouvement national. Le MPM et Mayotte avaient mis tous les œufs dans un même panier. C'est en ce moment précis que le mouvement va déployer sa deuxième arme qui sera sa signature. La réelle politique, si vous voulez, ou du machiavélisme, à la sauce mahoraise. Seule la fin ou l'intérêt des Mahorais compte. Merci beaucoup Ismaël et la suite de cette rubrique demain. Kalawadala, votre émission politique revient dès ce soir et 2 fois par semaine dans le cadre des élections législatives, soit mercredi et jeudi 20h. Et pour ce premier rendez-vous, Kalatoumi Abdelhadi reçoit les 3 premiers candidats de la circonscription 1, Ismaïla Djaza sans étiquette, tout comme Théophane Narayana. Avec eux, autour de la table, Issaka Abdila DLR. Kalawadala, ça sera donc à partir de 20h ce soir. Et je rappelle que la circonscription 1 de Mayotte compte 10 candidats à la députation. Voyons ensemble les 5 premiers visages avec Issaka Abdila, dont on vient de parler à l'instant, la députée sortante Ramlati Ali de la majorité présidentielle, Mohamed Mouandje sans étiquette, tout comme Estelle Youssoufa du collectif des citoyens de Mayotte, enfin Amadi Boura de Divers Gauche. À noter que toutes les
informations. Le nombre de candidats dans votre circonscription, leurs entretiens dans nos émissions et modules qui leur sont dédiés sont sans oublier les rendez-vous à venir sont à retrouver sur notre site Mayotte la Première. Et en parlant de rendez-vous, demain dans la matinale radio Ezakweli, Andri Rakotondavola reçoit Salim Amada de Divers Droite à 7h15 et Saïd Ali Bonamissi du RN à 7h40. Tous deux candidats dans la circonscription 2. Et c'est ici que nous refermons le journal des élections. Si vous avez l'habitude de passer dans le coin, vous avez sans doute remarqué que l'immense mur du parking de bus du collège de Magicavo a pris des couleurs ces derniers jours. La fresque qui est réalisée est l'œuvre de Joël Degbo, un artiste peintre que nous avons rencontré, qui nous en dit plus sur sa signification, la signification de cette fresque. Mais d'abord, voyons ce que les jeunes en pensent avec Shafika Salimkou, Zelata Boudouri et Aurélien Février. De lumière qui doit passer loin des oiseaux, comme l'oiseau bleu survole la terre, voit comme le monde est beau. Le monde est beau. Le mur côtoyant leur établissement scolaire l'est tout autant. Paré de différentes couleurs, de divers motifs, il ne passe plus inaperçu. C'est quelque chose que quand il y a des gens qui vont venir, qui vont regarder, qui vont penser la même chose que la personne qui l'a fait, il a dû se donner du mal pour le faire. Je me suis dit c'est assez nouveau puisque j'ai déjà passé 3 ans techniquement ici. Et ça n'avait jamais changé depuis longtemps. Et comme je sais qu'il vient pour une période indéterminée ou peu, je sais qu'il a laissé commencer ses marques avant de pouvoir partir. Il a mis ce temps à fabriquer quelque chose qu'on va apprécier tous les jours. La fresque se lit de gauche à droite et l'idée a été de travailler sur l'interprétation des éléments jadis présents sur ce terrain, notamment les palmiers, les bambous, et en faire une œuvre pour tous les habitants de la zone. L'occasion aussi pour un artiste d'avoir l'occasion de travailler sur un tel espace aussi quand même en extérieur et d'en avoir l'autorisation. Et en même temps, au final, j'espère que les riverains, les habitants pourront aussi profiter et vivre. De toute façon, ce mur-là va vivre, il va se désagréger, il va peut-être finalement finir par être tagué. C'est pas grave, ça fait partie en fait de la vie même de tout simplement une œuvre en extérieur. Attirés par le côté vivant du mur, certaines personnes photographient déjà la fresque pour en avoir un souvenir visuel de chaque instant. C'est plus un support, il est habillé. C'est presque de la haute couture. Il y a mis du cœur et vraiment du bon sens pour le faire. Heureux de voir les enfants s'intéresser autant à son travail, l'artiste va bientôt l'achever avec toujours en tête l'idée de faire ressortir un petit bout du passé de Magicavo sur ce mur. Et on reste dans ce domaine artistique avec le lycée des Lumières qui a décidé cette semaine de mettre en avant le théâtre à travers le festival Baobab, festival qui mobilise plus de 200 élèves et 3 comédiens venus de l'extérieur. Nous retrouvons en direct sur place Kalatoumi Abdelhadi. Bonsoir Kalatoumi, vous avez avec vous 2 invités. Aurélien Dupuy-Délézé, délégué aux affaires culturelles, et Thomas Bréant de la compagnie Stratagème. C'est bien cela? C'est bien cela. Nous sommes ici devant l'amphithéâtre Kamardine Hassani du nom du comédien Kams où vient de se terminer le spectacle d'El-Majid Saïdou Mtoro Dongo. Et donc, je vous l'avais dit, j'ai en face de moi Aurélien Dupuy-Délézé. Bonsoir. Bonsoir. Et Thomas Bréant. Merci, messieurs, d'être avec moi ce soir. Dites-moi, parce que le festival de théâtre lycéen existe depuis 5 ans maintenant, mais l'année dernière, Covid oblige, on a dû aménager un peu en 2020 pareil. Cette année, on recommence. Qu'est-ce que vous avez voulu mettre en avant avec ce théâtre ? Alors, il y a 3 choses qu'on met en avant. D'abord, on peut mettre en avant le fait que c'est un festival qui, à la base, est scolaire, mais qu'on essaye d'ouvrir de plus en plus au public, au grand public. Alors ça, c'est important pour 3 raisons, je dirais. D'abord, ça permet à nos élèves et plus généralement au public d'être spectateurs de théâtre. Et ça, c'est très important parce que la culture, c'est d'abord quelque chose qu'on reçoit. Ensuite, ça leur permet d'être acteurs, de se confronter au jugement de leurs pairs, au jugement de leurs camarades, des autres élèves, etc.
Et puis, ça leur permet aussi de réfléchir sur leur pratique théâtrale, de réfléchir sur ce qu'ils font, sur la manière de jouer, etc. Et puis, surtout, pour nos élèves, de réfléchir sur tous les métiers que ça peut impliquer, puisque une des choses importantes de ce festival, c'est de leur permettre de réaliser que derrière, il y a des débouchés pour eux. Et alors, au-delà des débouchés auxquels on pense toujours, comédiens, metteurs en scène, etc., c'est le fait de comprendre que dans un spectacle de théâtre, il y a des charpentiers pour le décor, il y a des costumiers, il y a des électriciens, etc. Donc, un peu tous nos jeunes peuvent être concernés. Eh ben, à côté de vous, on a un professionnel du théâtre, Thomas Briand de la compagnie Stratagème. Alors, pareil, après ces années sans monter sur scène, travailler avec les jeunes. En plus, j'ai remarqué que vous essayez, en tout cas, le choix a été fait d'associer le classique comme Molière, par exemple, à la réalité mahoraise. Ça fait quoi? Déjà, on est hyper heureux que ce festival enfin retrouve ça y est, son temps, qu'on puisse rentrer dans les salles, qu'on puisse partager ensemble. Ça, c'était très important pour nous en tant que professionnels. 1 an sans jouer, ça a été très compliqué. Voilà, là, ça y est, on peut de nouveau se rencontrer, on peut de nouveau partager, on peut de nouveau être ensemble et commencer à créer des échanges, quoi. Alors oui, effectivement, comme l'a dit Monsieur Dupuy, c'est qu'effectivement, on est à la fois sur la contemporaine et en même temps, à travers le travail de la compagnie, on re-questionne aussi ce qu'il y a de l'ordre traditionnel. Voilà, cette année, on est invité sur un texte issu des contes et légendes d'il y a longtemps, sur le personnage de Banawasi. Voilà, on avait déjà travaillé sur Daba, on était venu ici aussi avec des auteurs comme Nassif Djeilani. Voilà, on mélange à la fois ces 2 temps-là, et c'est très important parce qu'il faut avoir aussi une pluridisciplinarité et des choses qui sont différentes au niveau des artistes. Tout le monde peut venir assister donc à ces spectacles, hein? Alors, ça dépend des spectacles. Les premiers étaient ouverts au public, la partie jeune pousse. Après, il y a une partie qui, pour l'instant, est encore réservée aux scolaires pour des raisons de place. Mais on espère que l'ouverture au public va se poursuivre. Merci beaucoup. Donc, vous l'avez entendu, le festival de théâtre lycéen, appelé ici Festival de Baobab. Donc, il y avait la partie jeune pousse et maintenant, Baobab en fleurs qui se poursuit jusqu'à samedi. Merci beaucoup Kalatoumi, merci également à vos invités et à Géraldine lui qui a assuré ce direct. Voilà qui met un terme à cette édition, merci de votre attention. Demain 13h, City Darossi pour l'édition de la mi-journée, mais tout de suite la météo, on se retrouve juste après pour le journal en Marais. Très belle soirée à vous avec nous sur La Première.